Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télé Sud. Les titres de cette nouvelle édition, nous sommes le jeudi 22 décembre. L'opposant Étienne Tshisekedi, autoproclamé président élu de la République démocratique du Congo, après avoir rejeté les résultats de la présidentielle, maintient sa prestation de serment ce vendredi dans un stade de Kinshasa, 3 jours après l'investiture du président réélu Joseph Kabila. Sa prestation a été confirmée hier à Kinshasa par voie de tract, appelant les Congolais à venir nombreux assister à la cérémonie de prestation de serment du président élu de la République démocratique du Congo. Le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba rafle la mise sur fond de boycott du scrutin par une grande partie de l'opposition aux législatives du 17 décembre. Les résultats officiels publiés hier et qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle lui octroient 113 sièges de députés sur 120. Le chef de l'État gabonais dispose d'une assemblée qui lui est totalement acquise jusqu'à la fin de son mandat en 2016. Abidjan, perle des lagunes, devient pour un mois en Côte d'Ivoire une ville lumière. Hier, la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a donné le ton de l'opération Abidjan, perle des lumières, qui va illuminer plusieurs endroits de la capitale économique jusqu'au 20 janvier prochain. Des lumières qui illuminent le cœur des Ivoiriens et symbolisent la renaissance de la Côte d'Ivoire, selon Dominique Ouattara. Étienne Tshisekedi maintient la pression sur Joseph Kabila et confirme sa prestation de serment pour demain. Si dans le camp présidentiel on banalise l'événement, du côté de l'opposition, tout est mis en œuvre pour la réussite de cette cérémonie. Eugène Diomine Dongela, proche du président de l'UDPS, est plus que convaincu de la victoire du Sphinx de Limete. Un sujet de notre correspondante Sylvia Galoula. Malgré la prestation des serments par Joseph Kabila, l'opposition politique proche d'Étienne Tshisekedi ne s'avoue pas vaincue. Le vieil opposant assure ses proches à gagner la présidentielle du 28 novembre dernier. Eugène Diomine Dongala, président de la démocratie chrétienne, rejette la victoire de Joseph Kabila et soutient la prestation des serments du président de l'UDPS prévue pour ce vendredi au stade de martyrs de Kinshasa. Il a été élu démocratiquement par le vote sanction, comme je l'ai dit, du 28 novembre 2011. Toute forme de répression contre sa personne entraîne l'insécurité, entraîne la violation des droits civiques et politiques des Congolais. Dans l'entretemps, la ville est quadrillée par le char de la garde républicaine, visiblement déterminé à réprimer toute tentative de soulèvement populaire. Et toujours au chapitre politique, large victoire pour le Parti démocratique gabonais au Gabon. C'est officiel, le PDG, parti du président Ali Bongo Ondimba, jouit d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Les résultats proclamés hier lui octroient 113 sièges de députés sur 120. Le chef de l'État dispose alors à son actif du plus grand nombre de députés acquis à sa cause jusqu'à la fin de son mandat en 2016. Linda Robert, Joël Tatou. Le Parti démocratique gabonais sort grand vainqueur des élections législatives du 17 décembre dernier. Sur 120 sièges, il en obtient 113 plus 1, issus de l'alliance avec le Parti gabonais du Centre indépendant. Les autorités se félicitent du déroulement du scrutin. Les compatriotes ont voté dans le calme et dans la sérénité. On ne peut que se féliciter du comportement de nos concitoyens et féliciter également les acteurs politiques, notamment les responsables des partis politiques. Conformément à la loi électorale du Gabon et sur invitation du président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Dongo, a rendu public hier les résultats. Lors de la précédente législature, le Parti démocratique gabonais et ses alliés disposaient de 98 sièges. Il progresse de 15 sièges. Pourtant, certains partis de l'opposition ayant boycotté les législatives rejettent ces résultats. Ce que parce qu'ils n'ont pas voulu participer à cette élection, ils savaient déjà à quoi s'en tenir. Ils n'entretenaient pas l'électorat, ils restaient seulement à Libreville, ils ne repartaient pas faire les tournées parlementaires. Le taux de participation à ce scrutin sera de 34% contre 36% en 2006. La Cour constitutionnelle validera les résultats dans les prochains jours. Le Comité international pour le jugement équitable de Hissène Habré demande son extradition en Belgique. Hissène Habré, ex-président de la République du Tchad, a été condamné à mort par
par contumace pour crime contre l'humanité par le tribunal de N'Djamena. Il est actuellement réfugié au Sénégal et inculpé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Et Alioune Tine, président du comité et président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, le RADDHO, exprime sa désolation au micro de APA TV à Dakar. Aujourd'hui, nous demandons au Sénégal vraiment de répondre à la demande d'extradition de la Belgique pour que Hissène Habré soit jugé. C'est ça le vœu des victimes. Le Tchad est d'accord pour l'extradition de Hissène Habré vers la Belgique. Parce que vous savez qu'il est condamné à mort au Tchad. Donc si on va l'emmener au Tchad, franchement, c'est l'exécution. Donc aujourd'hui, la seule solution pour les victimes, le seul espoir pour les victimes, c'est la Belgique. 50 ans après les indépendances, procéder à des cessions de notre souveraineté nationale en matière judiciaire sur ces crimes, ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'avoir des présidents citoyens justiciables. Je pense qu'aujourd'hui, la question de fond, c'est comment en Afrique avoir un président citoyen justiciable. Il faut aujourd'hui qu'on puisse renforcer notre souveraineté judiciaire de manière à ce que les Africains puissent juger leurs élites politiques et leurs élites militaires coupables de crimes internationaux et de crimes imprescriptibles. Un premier contingent de 200 soldats djiboutiens est arrivé à Mogadiscio pour renforcer la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, qui lutte contre les insurgés islamistes Chebab. Ce premier contingent en Somalie aiderait le pays à rétablir la paix et la stabilité. Mais avant même le déploiement des soldats djiboutiens, les Chebab avaient dénoncé leur engagement, leur promettant une cuisante défaite. Moïse Munkoro. Après le Burundi et l'Ouganda, c'est Djibouti qui s'implique désormais dans la lutte contre les milices Chebab en Somalie. Une centaine de militaires djiboutiens est arrivé à Mogadiscio pour renforcer le contingent de 10 000 hommes déjà mobilisés par l'Union africaine. Djibouti a décidé d'envoyer des troupes afin d'aider à établir la paix et la sécurité en Somalie. La Somalie et Djibouti sont voisins et frères. Nous sommes très heureux d'accueillir les forces militaires djiboutiennes. Le peuple somalien a beaucoup de choses en commun avec Djibouti. Les troupes djiboutiennes seront d'un grand soutien à la MISOM. Selon la mission de l'Union africaine, près de 800 soldats djiboutiens devraient rejoindre la capitale dans les prochains jours. En août dernier, les retraits des Chebab de Mogadiscio avaient donné l'espoir d'une accalmie dans le pays. Mais quelques mois après, le groupe islamiste proche d'Al-Qaïda avait multiplié ses actions en perpétrant plusieurs attentats meurtriers. La milice compterait près de 9000 combattants. L'armée kenyane, qui accuse la milice islamiste d'être responsable d'une série d'enlèvements d'occidentaux sur son territoire, a elle aussi lancé depuis le 16 octobre dernier une opération militaire dans le sud de la Somalie. Le Bénin, à présent, les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont penchés à Cotonou sur la question de l'assurance maladie universelle afin de chercher des approches de solutions à l'intégration de l'AMU, de la politique de santé de leurs États pour le bien-être des populations. Détail avec notre correspondant Massimien Benou. L'exclusion d'une bonne partie de la population des mécanismes formels de protection sociale et l'instauration du paiement direct des soins de santé sont les principales causes de la faible fréquentation des formations sanitaires. Au Bénin, par exemple, seulement 9% de la population bénéficie d'une assurance maladie. Cette rencontre continentale sur la thématique « La place des mutuelles de santé dans les politiques d'assurance maladie universelle » a regroupé les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les objectifs assignés à cet atelier cernaient les politiques, les stratégies et les objectifs des systèmes d'assurance maladie universelle à moyen et à long terme. Le fonctionnement, la gestion, le suivi et évaluation du processus d'assurance maladie universelle. Les participants sont venus de 9 pays de la sous-région, Burkina Faso, Burundi, Mali, Guinée, Sénégal, Cameroun, République démocratique du Congo, Togo et Bénin. Ils analysent avec les partenaires les facteurs limitants et ou favorisant l'intégration des mutuelles de santé dans le processus de mise en place des systèmes d'assistance maladie universelle, y compris le règlement sur la mutualité sociale dans l'espace UEMOA. Ainsi, ils identifient les forces, faiblesses, opportunités et menaces à l'implication de la mutuelle de santé pour faciliter l'accessibilité financière des populations aux soins de santé. Et ça va contribuer largement à la réduction de la pauvreté.
Les participants se servent également de l'expérience de la Belgique qui a construit son système de protection sociale en matière sanitaire sur les mutuelles de santé. Un exercice qui leur permettra de sensibiliser, une fois retournés dans leur pays respectif, l'opinion béninoise et africaine sur l'opportunité d'impliquer activement les mutuelles de santé dans la mise en œuvre des politiques de couverture universelle. Les rappeurs du mouvement citoyen sénégalais Y'en a marre ont donné une conférence de presse mercredi pour présenter leur nouveau single « Faut pas forcer », présenté comme un hymne contre la candidature d'Abdoulaye Wade à la présidentielle prévue le 26 février prochain. Ils ont appelé à la mobilisation ce vendredi sur la place de l'Obélisque. Barrer la route au chef de l'État sénégalais avant qu'il ne soit trop tard est le principal objectif du mouvement. Notre correspondante Lalassi. Le mouvement de contestation Y'en a marre a tenu mercredi à Dakar une conférence de presse au cours de laquelle il a lancé un nouveau single intitulé « Faut pas forcer ». Pour ses interprètes, il s'agit d'un hymne contre la candidature d'Abdoulaye Wade à la présidentielle prévue le 26 février prochain. Faut pas forcer. C'est un faux pas qu'il veut forcer. Et il ne faut pas qu'il force son faux pas. Il ne faut pas que Wade force. C'est ça le slogan aujourd'hui. C'est ce que doivent dire les Sénégalais. À la place des Salam Alek, à la place des comment tu vas, des Djamorek. C'est le faux pas forcé. C'est ça que nous voulons que les Sénégalais prennent. Cette rencontre avec la presse a été organisée en prélude au rassemblement de l'opposition appelé Congrès du peuple prévu vendredi 23 décembre. Ce rassemblement est initié par le M23, le mouvement du 23 juin, dont Y'en a marre est membre. Chaque Sénégalais sera responsable de ne pas sortir. Ne pas sortir le 23 veut tout simplement dire se trahir lui-même, trahir son peuple, violer sa constitution, comme veut le faire le clan présidentiel, le clan du pouvoir. Les jeunes contestataires en appellent à l'esprit du NTS qui signifie « nouveau type de Sénégalais » pour prendre part à cette mobilisation qu'ils veulent grande. Le même jour, la coalition de la majorité organise le congrès d'investiture de son candidat, Abdoulaye Wade, le chef de l'État sortant. Et dans le reste de l'actualité, l'UGIF, l'Union des journalistes ivoiriens de France, a tenu hier mercredi à Paris son assemblée générale élective, occasion pour le bureau sortant de dresser le bilan moral et financier des 4 années d'exercice avant l'élection du nouveau bureau. Après un scrutin qui a opposé le journaliste Jean-Paul Aurault du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, Christian Vabé du site web Ivoire Business et puis Clément Yao du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, c'est sans surprise que le président sortant, Clément Yao, a été reconduit pour un mandat de 2 ans. Créé le 4 novembre 2007, l'UGIF s'est fixé pour objectif principal l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres à travers des séminaires de formation et autres colloques. L'association regroupe une vingtaine de journalistes correspondants de tous les médias en Côte d'Ivoire, sans distinction d'opinion politique. C'était des images de Philippe Couon. Et puis dans l'actualité également, les députés français ont approuvé ce jeudi la proposition de loi sur la négation des génocides, dont celui des Arméniens en 1915, malgré les menaces et l'indignation de la Turquie. Le texte a été voté à main levée par une très large majorité de la 50aine de députés présents. La proposition de loi prévoit 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour toute négation publique d'un génocide reconnu par la loi. La France en reconnaît 2, celui des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et puis celui des Arméniens, mais ne punit jusqu'à présent que la négation du premier. Et toujours en France, le mouvement se poursuit dans les aéroports malgré l'appel au dialogue lancé par le président français Nicolas Sarkozy. Les syndicats ont indiqué que les agents de sûreté ont voté la reconduction de la grève vendredi dans les aéroports français. Des policiers ont même épaulé ce jeudi les agents de sécurité non grévistes de l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle pour faciliter le contrôle des passagers. Mesure qui a bien sûr suscité de fortes réactions syndicales. Alan Smadja. Au 7e jour de grève des agents de sûreté aéroportuaire, le gouvernement a joint les actes à la parole. Pour la première fois depuis le début du conflit, des effectifs issus de la police aux frontières, ainsi que la gendarmerie des transports aériens, procèdent aux fouilles des bagages et des voyageurs. Les agents de sûreté, plus déterminés que jamais, s'inquiètent du dispositif mis en place. Je doute qu'ils aient eu quand même ce réflexe de les avoir mis en formation de façon à pouvoir détecter un engin explosif. Une décision du gouvernement qui ne laisse pas insensible des hommes politiques de gauche venus soutenir les salariés grévistes.
Nicolas Sarkozy cherche à prendre en otage le conflit des grévistes pour donner un discours musclé aux prochaines élections, faire le dur en s'attaquant au droit de grève. Et personne n'est dupe. Du côté de la majorité, Claude Guéant, Nathalie Kosciusko-Morizet et Thierry Mariani ont effectué dans la matinée une visite éclair à Roissy. Venus relayer le soutien du président aux forces de l'ordre mobilisées, ils ont à nouveau justifié cette présence policière. Nous avons un devoir absolu qui est de faire en sorte qu'en cette période de Noël, pendant laquelle les Français voyagent pour se retrouver en famille, la fluidité du trafic soit bonne, que la sûreté soit garantie. L'État a le devoir de garantir la liberté de circulation des Français. En voulant à tout prix fluidifier le trafic aérien malgré le mouvement de grève, le gouvernement semble avoir, en ces périodes de fête, gagné la bataille de l'image. Mais les négociations pour sortir du conflit semblent-elles être au point mort. Dans le cadre de la célébration de la Nativité Noël, un grand projet d'illumination nommé Abidjan Ville Lumière a été mis en place par le groupe Sounou afin d'éclairer le quartier des affaires de la capitale économique de Côte d'Ivoire, le Plateau. La cérémonie de lancement de l'illumination a eu lieu hier, mercredi, à Abidjan, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Reportage Mathias Zakam. Après les durs moments de crise qu'a connu la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans leur majorité renouent avec les fêtes de fin d'année. À cette occasion, le district d'Abidjan et la mairie du Plateau ont initié un programme d'illumination de la ville d'Abidjan dénommé Abidjan Ville Lumière. La cérémonie inaugurale de cette œuvre a eu lieu le mercredi nuit en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Abidjan éclairé, c'est le signe d'un renouveau. J'espère que cette belle initiative sera renouvelée chaque année pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Bonne fête à toutes et à tous et joyeux Noël à tous mes enfants de Côte d'Ivoire. Après son discours, l'occasion fut belle pour elle de mettre la ville d'Abidjan sous tension. Plateau, le plus grand centre des affaires, a eu la primeur de cet événement. Les Ivoiriens ont profité de cette fin d'année pour souhaiter leurs vœux à la population. C'est dans une joie indescriptible que la cérémonie a pris fin. Le journal touche à sa fin. Le rappel des titres avant de nous quitter. L'opposant Étienne Tshisekedi, autoproclamé président élu de la RDC, après avoir rejeté les résultats de la présidentielle, maintient sa prestation de serment ce vendredi dans un stade à Kinshasa. 3 jours après l'investiture du président réélu, Joseph Kabila, sa prestation a été confirmée hier dans la capitale par voie de tract, appelant les Congolais à venir nombreux assister à la cérémonie de prestation de serment du président élu de la République démocratique du Congo. Le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba rafle la mise sur fond de boycott du scrutin par une grande partie de l'opposition aux législatives du 17 décembre. Les résultats officiels publiés hier et qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle lui octroient 113 sièges de députés sur 120. Le chef de l'État gabonais dispose donc d'une assemblée qui lui est totalement acquise jusqu'à la fin de son mandat en 2016. Et puis Abidjan, perle des lagunes, devient pour un mois en Côte d'Ivoire une ville lumière. Hier, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a donné le ton de l'opération Abidjan, perle des lumières, qui va illuminer plusieurs endroits de la capitale économique jusqu'au 20 janvier prochain. Les lumières qui illuminent le cœur des Ivoiriens et symbolisent la renaissance de la Côte d'Ivoire, selon Dominique Ouattara. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Retrouvons-nous demain à 21h pour une nouvelle édition sur Télé Sud. Place maintenant à vos programmes favoris. Bonne soirée et à demain.